Je m'appelle Malik Owenze, pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été celui qui gérait tout. Non pas parce qu'on me le demandait, même si c'était parfois le cas, mais parce que c'était devenu une attente, comme le lever du soleil ou la facture d'eau. J'étais celui sur qui on pouvait compter, celui qui arrivait avec un chèque, une solution, un moyen de transport ou une cote de crédit impeccable. Quand mon jeune frère André n'arrivait plus à payer le prêt immobilier exorbitant de cette immense maison qu'il avait achetée pour impressionner les femmes qu'il ne gardait jamais, je le payais discrètement mois après mois. Quand notre mère s'est effondrée d'épuisement et a dû faire des allers-retours à la clinique pour des examens et des thérapies, j'ai payé. Sans sourciller. Ni quand j'ai dû sauter des vacances. Ni quand j'ai dû puiser dans mes économies. Même pas quand ma propre voiture est restée au garage pendant 2 mois parce que j'étais trop sollicité pour la réparer. Et oui, même après que Samira m'a quitté, a signé les papiers avec un petit geste et est allé boire des margaritas le soir même, je l'ai quand même sorti d'affaire à 2 reprises. D'abord, quand sa voiture a été saisie parce qu'elle avait oublié de renouveler l'assurance, et encore quand son propriétaire a menacé de l'expulser pour 2 mois de loyer impayé. D'une certaine manière, j'étais encore un homme bien. Un compliment qui avait toujours un prix caché. Personne ne disait jamais merci. Pas vraiment. Pas d'une manière qui comptait. Mon père hochait la tête une fois, comme si j'avais fait ce qu'un fils doit faire. Ma mère disait, que Dieu te bénisse, mais surtout quand elle avait besoin d'un autre paiement. André haussait les épaules, me lançait et me disait merci, mon pote, en se rendant à une autre fête. Ils n'ont jamais remarqué la fatigue dans mes yeux. La façon dont ma mâchoire s'est serrée quand le téléphone a sonné. Ils pensaient que Malik était inébranlable, qu'il existait pour supporter le poids du chaos des autres sans faire de bruit. Et pendant très longtemps, j'y ai cru aussi. Je me dis qu'être responsable signifiait être invisible, que ma valeur se mesurait au peu de bruit que je faisais pour réparer les pots cassés pour les autres. J'ai enfoui le ressentiment sous la logique. Je me suis dit qu'ils ne voulaient pas se servir de moi, qu'ils étaient juste dépassés, que j'étais assez fort pour les aider, et je l'étais. Mais force n'est pas synonyme de paix, et calme n'est pas synonyme de contentement. Cette nuit-là, la nuit où tout a basculé, n'a pas commencé comme une tempête. Elle a commencé comme n'importe quelle autre soirée. J'étais dans la cuisine de mon 2 pièces, en train de réchauffer les restes de riz jalaf, vêtu du même t-shirt gris que je portais tous les jeudis après le travail. Mon téléphone a bipé. C'était un message groupé de Nadia, notre cousine qui avait toujours été quelque part entre la famille et la mondaine. Ce samedi, ne rate pas ça. La 35e grande fête d'André à la résidence. Arrive tôt. Sois bien habillé. C'est la famille. Je me souviens juste de l'avoir regardé fixement. Il n'y avait aucune mention directe de moi. Non. Salut Malik. J'espère que tu pourras venir. Juste une supposition, juste un avertissement. J'ai parcouru les réponses. Des émojis de feu. J'ai hâte. Et des cadeaux de champagne qui pétillent. Samira avait aussi répondu. Tellement excitée de voir tout le monde. Une femme qui dansait. Peau moyennement foncée. Rouge à lèvres. Vernis à ongles. Peau moyennement foncée. Et voilà. Encore une réunion où je serai la musique de fond de leur bon temps. La discrète. Le portefeuille avec un corps. L'homme qui arrivait toujours seul et repartait avec un mal de tête. J'aurais pu l'ignorer. J'aurais pu inventer une excuse, mais quelque chose en moi a tressailli. Une partie de moi qui en avait assez d'être invisible à la vue de tous. Alors, je suis arrivé. J'avais porté mon plus beau pantalon, le bleu marine qui paraissait toujours repasser même après une journée bien remplie au bureau. Chemise blanche impeccable, pas de cravate, juste propre et discret, comme toujours. J'avais apporté un cadeau emballé. Rien de tape à accent grave l'œil, juste attentionné. Un coffret en édition limitée qu'André admirait autrefois quand nous étions plus jeunes. Je me suis dit que peut-être, juste peut-être, ce serait différent. Peut-être qu'il se souviendrait que j'étais un frère, pas un majordome. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Je le savais avant même d'avoir sonné à la porte et d'avoir entendu le rythme de la musique résonner dans le jardin. Des rires flottaient dans l'air, le son d'une joie insouciante, une insouciance que je ne pouvais me permettre. Nadia m'a accueilli avec ses baisers et son haleine de champagne. Malik, regarde-toi. Toujours habillé comme un banquier. Viens, viens. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais.
Elle n'a pas demandé si je voyais quelqu'un. Elle m'a juste attrapé le bras et m'a entraîné dans le bruit. À l'intérieur, tout sentait l'argent et les souvenirs. Des guirlandes lumineuses blanches accrochées aux arbres, des cocktails personnalisés portant le nom d'André, et même un DJ qui passait notre vieille playlist de fac. Et là, telle une coupe, Samira était habillée comme si elle auditionnait pour une émission de télé-réalité, les cheveux plaqués en arrière, une robe rouge juste assez basse pour me rappeler qu'elle ne s'était jamais habillée comme ça quand nous étions mariés. Elle m'a fait un signe de la main. J'ai hoché la tête et j'ai continué à marcher. J'ai fait une dizaine de pas quand quelqu'un m'a tendu un verre et m'a demandé, « Alors, Malik, tu paies toujours toutes nos factures ?» C'était une blague. En quelque sorte, mais pas vraiment. Ils ont ri. J'ai souri poliment et j'ai pris le verre. Le reste de la soirée s'est déroulé comme d'habitude. Je tournais autour de leur conversation, m'immisçant juste assez longtemps pour être remarqué, jamais assez longtemps pour avoir de l'importance. Je me suis installé au bord de la piscine et je les ai simplement observés. André tenait la cour comme une célébrité. Samira riait trop fort. Maman faisait l'éloge des enfants d'André comme si je n'avais jamais contribué à les élever, tandis qu'il poursuivait des idées commerciales qui n'ont jamais abouti. Il ne savait pas que j'étais fatigué. Il ne savait pas que mon compte était tombé à un niveau que je n'avais pas vu depuis 5 ans. Il ne savait pas que j'avais mangé des nouilles instantanées pendant 3 jours pour que maman puisse prendre ses médicaments le mois dernier. Ils n'ont rien demandé et je ne l'ai pas dit, car je savais ce qu'ils voyaient en me regardant. Malik, l'homme qui paie l'addition, qui règle les problèmes, qui ne se plaint jamais, qui est toujours là. J'ai pris une longue gorgée du cocktail. Il était trop sucré, sirupeux, masquant l'amertume sous-jacente. Comme eux, comme tout cela, je suis resté là et j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas en colère parce qu'ils avaient oublié de me remercier. J'étais en colère parce qu'ils n'y avaient même pas pensé. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Ni à voix haute, ni avec rage, juste une décision discrète. Une décision que j'allais porter dans le prochain chapitre de ma vie comme une allumette prête à claquer. André était toujours la star. Même quand on était enfant, il pouvait raconter la blague la plus stupide à table et tout le monde riait comme s'il faisait une émission spéciale Netflix. Je rentrais à la maison avec des notes parfaites et papa hochait à peine la tête. André, lui, faisait ses courses et recevait des applaudissements. Alors, quand j'ai reçu l'invitation à la fête de ses 35 ans au domaine de Nadia, je savais ce que ça allait être. Une autre soirée d'applaudissements pour le fils prodigue. Mais j'y suis allé, non pas pour le célébrer, mais parce que j'avais besoin de voir quelque chose de mes propres yeux. J'avais besoin de savoir si j'étais vraiment aussi invisible que je le pensais, ou si je me laissais simplement devenir un fantôme dans leur vie. Le domaine de Nadia était tout simplement théâtral. Elle avait toujours aimé se la péter, et ce soir-là ne faisait pas exception. Des guirlandes lumineuses entouraient chaque tronc d'arbre. Un tapis blanc, pas rouge, mais blanc, courait du portail jusqu'au jardin. Un orchestre jouait du jazz doux tandis que des serveurs en gilet noir proposaient des plateaux de boissons et des canapés comme si nous assistions à une collecte de fonds politiques. Des ballons dorés en forme de 3 et 5 flottaient au-dessus d'une tour à champagne, et une immense pancarte était illuminée en lettres cursives. L'héritage d'André. Un héritage comme si ses 35 ans faisaient de lui un homme d'État. Je me suis garé à 2 pâtés de maison de là, car son allée était déjà pleine de voitures importées et de SUV de location. Ma vieille berline sifflait en signe de protestation, mais elle m'a amené là-bas. C'est tout ce qu'elle a toujours fait. C'est tout ce que j'ai toujours fait. Juste les amener là-bas. Je suis monté sur le tapis, serrant sous mon bras un cadeau soigneusement emballé. Un bel agenda relié en cuir avec les initiales d'André monogrammées en or. Ce n'était pas tape à accent grave-l'œil, mais c'était pratique, attentionné, quelque chose que j'avais fait avec effort. Cela signifiait encore quelque chose pour moi. À l'intérieur de la maison, j'avais l'impression de voyager dans le temps. Des visages que je n'avais pas vus depuis des années, certains que je ne voulais plus jamais revoir. Des amis de fac, des cousins éloignés, des fidèles qui m'appelaient la silencieuse. Ils semblaient tous vieillir dans des directions opposées, plus confiants, plus à l'aise, plus audacieux. Ou peut-être étais-je simplement devenu plus discret avec le temps, me fondant dans les recoins de ma propre histoire. J'ai repéré Samira presque immédiatement. Elle portait une combinaison bleu marine moulante et un sourire qui semblait répéter. Ses cheveux étaient coiffés en vagues lâches, son rouge à lèvres d'une nuance volontairement audacieuse. Elle avait l'air vivante,
comme si elle avait prospéré après son divorce. Je n'ai ressenti aucune haine en la voyant. Juste de la distance, comme quelqu'un que j'avais connu en rêve. Elle ne m'a pas vu au début, trop occupée à rire avec André et à lui toucher le bras avec cette attitude performative qu'elle avait toujours eue, comme si la proximité signifiait possession. Elle avait l'air trop heureuse pour quelqu'un qui avait un jour sangloté lors de notre dernière dispute, implorant une autre chance, puis m'avait fantasmé pendant 6 mois. André portait un costume gris clair avec une chemise noire en dessous, sans cravate, les manches retroussées comme un PDG de rien. Il tenait un verre de whisky et commandait un cercle de personnes que je reconnaissais à peine. Elle riait à tout ce qu'il disait comme si le rire était monnaie courante et qu'il imprimait les billets. Je m'attardais au fond, observant, écoutant, hochant la tête quand quelqu'un passait et disait « Oh, Malik, waouh, mec. » Ça fait une éternité. Il n'avait pas vraiment envie de parler. Il voulait juste cocher une case, dire qu'il me reconnaissait, puis passer à autre chose. Et c'était bien comme ça. Je n'étais pas là pour discuter. Je n'étais même pas là pour fêter ça. Je voulais juste observer, recueillir les preuves dont j'avais besoin. Un serveur est passé et j'ai pris un verre de soda au gingembre. Je n'avais pas bu un verre depuis le lendemain du divorce. Non pas que je ne pouvais pas, mais parce que je ne voulais pas que quoi que ce soit d'autre vienne troubler ma lucidité. Ce soda au gingembre était frais et authentique. Quelque chose de solide dans une nuit pleine de faux-semblants. Au milieu de la soirée, Nadia fit teinter sa fourchette contre son verre de vin et annonça que l'heure des discours était venue. Donnons tout notre amour et toute notre attention à André Owens, le fêté. Une salve d'acclamations suivit. J'applaudis poliment, regardant André monter sur la scène comme s'il donnait une conférence TED. Il se lança dans ses plaisanteries habituelles, me disant combien il était reconnaissant, combien il se sentait béni, que la famille était tout. Je comptais le nombre de fois où il avait utilisé le mot « grain » en 5 minutes. Il était toujours concentré sur le travail, l'image. Mais tandis qu'il parlait, je remarquai quelque chose. Son regard n'arrêtait pas de me regarder, comme s'il attendait, préparait quelque chose. Et j'ai su à cet instant que je n'étais pas simplement venu à une fête. J'étais tombé sur un piège. Ce n'était peut-être pas malveillant. Peut-être était-ce juste André qui était André, mais je le sentais dans l'air, comme si quelqu'un avait baissé la température d'un cran. Samira était maintenant assise juste à côté de lui. Ma mère s'était rapprochée. Même mon père, qui sortait à peine de la maison ces derniers temps, était arrivé et avait pris place comme ça, couronné. Et moi, j'étais l'objet de toutes les attentions. La pièce de musée de ce qu'il ne fallait pas devenir. Alors que les rires d'André, après son récit de ses années d'université, s'apaisaient, il marqua une pause et me regarda droit dans les yeux. Et je dois dire qu'il se mit à tenir son micro comme une lampe torche. C'est toujours une bénédiction d'avoir mon grand frère Malik ici. Toujours le plus discret. Toujours le plus posé. Les gens se tournèrent vers moi. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas souri. Mais bon sang, a-t-il ajouté en inclinant la tête. J'ai pu demander, c'est quoi ça, d'avoir 38 ans, pas de femme, pas d'enfant, toujours seul? Rire. Trop de rire. Pas du genre poli. Du rire bruyant, rugissant, de la chute, comme s'il venait de dire quelque chose de révolutionnaire. J'ai senti quelque chose se nouer dans mon estomac. Samira rejeta la tête en arrière et gloussa comme si on l'avait payé. Mon oncle Jérôme a tellement ri qu'il a tapé sur la table. Et moi? Je restais là, un verre à la main, à contempler mon reflet dans la porte vitrée derrière lui. C'est là que je compris quelque chose d'important. Il ne me voyait pas. Pas vraiment. Ni les sacrifices. Ni l'histoire. Ni le fait que leur fils préféré, leur enfant chéri, avait bâti son petit royaume sur des fondations que j'avais payées. Ils ignoraient les factures que j'avais réglées, les urgences que j'avais gérées, les vacances que j'avais annulées pour ne pas se noyer. Je n'étais pas de la famille. Je finançais. Le rire commença à s'estomper, mais la honte, non. Elle me remonta le long de l'échine et s'installa derrière mes yeux. Mais je ne clignais pas des yeux. Je ne bougeais pas. Pas encore, car quelque chose en moi avait craqué, net et définitif. Je regardais André jouer de la basse dans son petit moment, et je sus qu'il ignorait ce qui allait arriver. J'en avais assez d'être le silencieux, le fantôme de la fête que j'avais payée. Les basses des enceintes résonnaient à travers les murs, vibrant sous mes chaussures comme un battement de cœur inégalable.
L'air était chargé de parfums, de fumée de barbecue et de l'eau de Cologne dont André s'était imprégné. C'était bruyant, bien sûr, bruyant. Nadia ne savait pas organiser une fête tranquille, et André ne savait pas entrer dans une pièce sans attirer l'attention. Mais je n'étais pas là pour le bruit. J'étais là pour assister au moment où le masque se fendait. Le mien, le leur, tout. Même si je ne l'avais pas encore pleinement admis, j'avais trouvé un coin, car c'est là que les gens comme moi finissent toujours par se retrouver. Je me suis adossé à un mur près du distributeur de boissons et j'ai siroté du soda au gingembre en regardant la fête tourbillonner autour de moi, comme si j'observais un monde auquel je n'appartenais pas vraiment. Et peut-être que non. Peut-être que j'avais cessé d'appartenir depuis longtemps, mais que je ne l'avais tout simplement pas remarqué, ou pire, que je l'avais remarqué et que je continuais à venir quand même. Ma mère était assise de l'autre côté de la pièce, sous un dais blanc, les cheveux enveloppés dans un foulard en soie couleur canneberge. Elle avait l'air fière, souriante, racontant des anecdotes sur la ténacité et la vision d'André. Elle se vantait de l'homme qui n'avait pas une seule fois payé une facture d'hôpital quand elle avait eu besoin de kinésithérapie. Elle n'a pas mentionné qui avait payé ce robinet. C'était bien. Elle n'en avait pas besoin. Je connaissais déjà la suite de l'histoire. André était le rêveur, le preneur de risques, celui qui apportait l'excitation. J'étais le pilier, celui qu'on ne remarquait que quand les choses commençaient à se gâter. Samira, qui semblait tout juste sortie d'un shooting pour un magazine, s'était maintenant installée confortablement à côté d'André. Elle ne faisait même pas semblant de garder ses distances. Son rire transperçait l'air chaque fois qu'il ouvrait la bouche, comme si elle auditionnait pour devenir sa prochaine attachée de presse. Elle s'est penchée vers moi, effleurant son épaule de la sienne, agissant comme s'il partageait un langage secret. J'ai détourné le regard, non par jalousie. J'avais dépassé ça. Mais il y a une douleur particulière à voir quelqu'un exprimer son bonheur là où il pleurait à vos côtés. Elle ne m'a même pas regardé. Pas une seule fois. Malik. Salut mec, je ne t'ai même pas vu entrer. C'était Greg, un de nos vieux potes de fac. Ou peut-être juste un ami d'André. Les lignes avaient toujours été floues. Il m'a fait un rapide câlin de pote. Le genre qui dit, je me souviens plus ou moins de toi. J'ai forcé un sourire. Ouais. Je me suis glissé à l'intérieur en silence. Mince, t'as pas changé du tout, a-t-il dit en me toisant de haut en bas comme si j'étais une voiture qu'il croyait à la casse. Toujours dans l'ambiance discrète, hein. Respect. Traduction, toujours ennuyeux. Toujours prévisible, toujours pas André. D'autres personnes sont passées, m'ont offert des sourires, des tapes dans le dos, de temps en temps, alors, qu'est-ce que tu fais ces jours-ci? Mais ils n'ont pas vraiment attendu la réponse. Leurs regards ont dérivé avant la fin de ma phrase. Ceux qui demandaient où était ma copine ne se rendaient pas compte qu'ils creusaient des plaies qui n'étaient pas complètement cicatrisées. Je ne voulais pas expliquer, je ne voulais pas dire, elle s'épanouit sans moi. Merci. Ou, je suis trop occupé à financer le train de vie de ma famille pour sortir avec quelqu'un. Alors, j'ai hoché la tête et siroté mon soda au gingembre, le pétillant me mordant la gorge comme s'il essayait de briser le silence. Puis c'est arrivé. Le moment que j'attendais sans même le savoir. J'étais au milieu d'une conversation sèche avec un oncle que je n'avais pas vu depuis 2018. Il parlait de crypto-monnaie ou de santé de la prostate, peut-être des deux, quand quelqu'un a appuyé sur le micro. Un cri strident a retenti et la musique s'est arrêtée. André se tenait sous les lumières du patio, un verre de whisky à la main et l'autre levé comme un prédicateur sur le point de bénir la foule. La salle, où ce qui en tenait lieu sous le ciel nocturne et les lustres, s'est assourdie par vagues. Les gens ont tourné leurs chaises. Des téléphones sont sortis. Le sourire de Samira s'est élargi et je pouvais déjà voir la tension se former dans ses yeux. Elle savait ce qui allait arriver. Ou peut-être pas. Peut-être espérait-elle juste que ça piquerait. André a lancé son discours. Il a commencé doucement. Homme de 35 ans. Qui l'eût cru? Commença-t-il, et quelques rires lui répondirent. J'ai l'impression que c'était hier que je volais le vélo de Malik et que je m'en sortais impunément. La foule rit. J'ai souri faiblement. C'était vrai. Il parlait de développement personnel, de famille, de rédemption et de progression. Son vocabulaire empruntait toujours aux séries télévisées et aux livres de développement personnel. Puis, sous les yeux de tous, il prit une gorgée, sourit et me regarda droit dans les yeux. Et bien sûr,
c'est une bénédiction d'avoir mon grand frère ici. Il a toujours été le plus calme, le plus posé. Je me suis figé, non pas à cause des mots, mais à cause du silence qui a suivi, le silence qu'il a prolongé suffisamment longtemps pour que la tension retombe. Il pencha la tête, le sourire s'élargit. Mais Malik, c'est comment d'avoir 38 ans? Pas de femme, pas d'enfant, toujours seul. Un rire éclata. Il ne frappa pas d'un coup. Il parcourut la foule comme une vague. De petits rires se transformèrent en hurlements. Samira se frappa la cuisse. Ma mère se couvrit la bouche, mais je vis un sourire narquois percer. Même mon père, qui réagissait rarement à quoi que ce soit, sauf en matière de politique ou de hausse des prix, esquissa un sourire. Je restais là, un soda au gingembre à la main, les bulles mourant dans le verre. Je ne bougeais pas, ne sciais pas. Je gardais simplement les yeux fixés sur André. La pièce autour de moi se brouilla comme si j'étais sorti de moi-même. Je n'entendais que l'écho de cette question. Toujours seul, comme une chaise vide dans une pièce pleine d'héritage. Ce n'était pas une blague. C'était un poignard enveloppé de ruban. Et ce qui me stupéfia, ce ne fut pas seulement son audace. C'était le fait que personne ne l'ait arrêté. Personne ne semblait gêné. Ils rirent tous comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Et cela me dit tout. Je n'étais plus de la famille. J'étais une cible, un accessoire dans le discours de triomphe de quelqu'un d'autre. J'étais l'objet dont ils avaient besoin pour rester brisés, car ma brisure justifiait leur éclat. Cela m'a frappé avec la force de quelque chose que je ne pouvais esquiver. Ce n'était plus de vieilles blessures. C'étaient des coupures fraîches, de nouvelles contusions prononcées par des voix familières. Je pensais être venu observer, recueillir des preuves de leur perception. Mais maintenant, je connaissais la vérité. Ils ne me voyaient pas du tout. Ni comme un homme, ni comme un frère, ni comme autre chose qu'une blague récurrente. Ils ne s'attendaient pas à perdre patience. C'était leur erreur. Il y a un certain silence qui suit une blague cruelle. Le genre qui déclenche un rire puis hésite, incertain si la cible encaissera le coup ou le renverra. C'est le silence dans lequel je suis resté assis après le moment où André a lâché le micro. La foule n'était pas complètement silencieuse, mais quelque chose dans l'air avait changé. Je sentais leur regard en coin, leur sourire narquois contenu derrière des flûtes de champagne. Ils attendaient ma réaction, mon jeu, mon attitude de bon joueur, comme toujours. Le Malik pouvait ricaner, lever son verre et faire comme si je n'étais pas devenu une blague dans une salle pleine de gens qui me devaient plus que ce dont ils se souvenaient. Je ne bougeais pas. Mon soda au gingembre, intact, était posé sur la table devant moi. La glace avait fondu. Le pétillant avait disparu. C'était symbolique, d'une certaine manière. André se tenait sur la scène du patio, baigné par la lumière de son public. Il était tellement habitué à être adoré, tellement confiant dans le fait que la salle se rallierait toujours à lui qu'il ne réalisait même pas la limite qu'il avait franchie. Il tenait le micro comme un trophée, sans remarquer ni se soucier que je n'avais pas ri, que je n'avais même pas bronché. Peut-être avait-il pris mon calme pour de l'approbation. Peut-être pensait-il que j'allais hocher la tête, hausser les épaules, lui faire un signe de pouce levé. Je ne l'ai pas fait. Je continuais juste à le regarder droit dans les yeux. Leti. Samira se pencha en avant sur son siège, savourant visiblement le spectacle. Son rire s'était estompé, mais son sourire persistait, vif, presque plein d'espoir, comme si elle attendait que je craque. Ma mère remua, mal à l'aise, mais ne dit rien. Mon père prit une autre gorgée de ce qu'il buvait, les yeux fixés au sol. Dans le reste de la pièce, ils firent ce qu'ils faisaient toujours avec moi. Rien. Juste le silence, des rires épars, et l'idée que Malik accepterait. Comme toujours, André s'éclaircit la gorge et tenta de passer à autre chose. Bref, dit-il en forçant un rire. Vous savez tous que je déconne. Malik sait qu'on l'aime. Il me lança un regard narquois qui n'atteignit pas ses yeux. D'accord, grand frère. C'est alors que quelque chose en moi bougea. Ni de la colère, ni de la gêne, quelque chose de plus discret, de plus ancien. Une fatigue qui remontait à des années, à travers des anniversaires, des enterrements, des mariages que j'avais payés sans recevoir de remerciements. Des factures que j'ai réglées sans qu'on me le demande. Des excuses que j'ai présentées juste pour maintenir la paix. Un déclic s'est produit, et quand ce fut le cas,
j'ai eu l'impression d'appuyer sur un interrupteur dans une pièce trop sombre depuis trop longtemps. Je me suis levé. Pas de grand geste. Pas de grattement théâtral de la chaise. Je me suis levé lentement et sûrement, comme si j'avais tout le temps du monde. La foule s'est retournée pour regarder. Le sourire narquois d'André s'est estompé. Samira a cligné des yeux. Ma mère s'est penchée en avant, les lèvres entr'ouvertes comme si elle allait dire quelque chose, mais elle ne l'a pas fait. J'ai pris mon verre et l'ai levé nonchalamment. Qu'est-ce que ça fait? Ai-je demandé d'une voix claire mais basse, destinée uniquement à ceux qui m'écoutaient. Avoir 38 ans, pas de femme, pas d'enfant, et toujours seul. J'ai répété la question comme une énigme. C'est apaisant. Quelques rires, une fois nerveux, une fois incertain. Mais vous savez ce qui n'est pas apaisant? J'ai continué à regarder André droit dans les yeux. Payer le crédit immobilier de quelqu'un pendant 6 ans pour qu'il puisse organiser des fêtes comme ça. J'ai laissé les mots venir. J'ai vu la confusion se dessiner sur quelques visages. J'ai vu André cligner des yeux comme s'il n'était pas sûr de bien m'avoir entendu. Ce qui n'est pas paisible, c'est de virer de l'argent tous les mois pour que l'enfant chéri ne perde pas sa maison. Ce qui n'est pas paisible, c'est d'acheter des fournitures scolaires à ses enfants tout en se faisant traiter d'échec parce que je n'en ai pas. La pièce était silencieuse maintenant. Tu veux parler de la solitude? Ai-je demandé. Essaie de rester assis dans ton appartement à regarder ton ex-femme partir en vacances avec un homme dont tu l'as aidé à payer le loyer après le divorce. Essaie de répondre à tous les appels de ta famille, non pas parce qu'ils prennent de tes nouvelles, mais parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Essaie d'écouter ta propre mère défendre quelqu'un qui vient de t'humilier devant 30 personnes. Quelqu'un toussa. Une chaise grinça. André avait la bouche ouverte, mais aucun mot ne sortit. Pour une fois, le micro était inutile dans sa main. Je suis seul depuis longtemps, ai-je dit. Plus doux maintenant, mais pas comme tu le penses. Pas seul, juste invisible, utilisé, tenu pour acquis. Et ce soir, tu ne l'as pas juste confirmé, tu l'as annoncé. J'ai balayé la pièce du regard. Mais je veux vraiment te remercier, parce que maintenant je vois clairement. Tout. Ta façon de rire de moi, ta façon de l'encourager, ta façon de faire semblant de ne pas remarquer combien de fois je t'ai sauvé. J'ai reposé mon verre sans le toucher. Vous m'avez tous fait me sentir petite de ne pas avoir de famille. Mais j'élève la tienne depuis des années. Et c'est fini. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas juré. Je n'ai pas pleuré. Mais mes mots ont été plus profonds que n'importe quel cri. Je le voyais sur le visage d'André. La confusion se transformait peu à peu en culpabilité, puis en panique. Je voyais Samira se raidir, ses yeux se détourner. Ma mère avait l'air abasourdie, clignant des yeux comme si elle venait de voir un fantôme. André ouvrit de nouveau la bouche, mais je secouai la tête. Non, tu avais le micro. Tu as eu ton moment. Laisse-moi avoir le mien. Je me retournai pour m'éloigner. Et c'est là que je l'entendis. Quelqu'un murmura, zut, juste ce mot, mais il résonna comme le tonnerre. Je ne me retournai pas. Je n'en avais pas besoin. J'avais dit ce que j'étais venu dire, même si je ne le savais pas en arrivant. Ce n'était pas juste une fête. C'était une prise de conscience. Et je n'étais pas venu pour être incluse. J'étais venu pour mettre fin à l'illusion que j'étais d'accord pour être le filet de sécurité de tout le monde et la risée de tous. Qu'il reste silencieux. Qu'il rumine. J'avais toujours porté le poids de cette famille. Mais ce soir, j'ai laissé tomber. Je n'avais pas l'intention de dire quoi que ce soit. Une fois debout, ma seule pensée fut de quitter ce jardin étouffant, rempli de faux sourires et d'égos enflammés. Mais en me relevant, un verre à la main, je sentis le poids de toutes ces années peser sur ma poitrine. Des années de silence à ravaler le manque de respect parce que je pensais qu'être la plus grande personne signifiait rester muette. Des années à porter tout le monde sans jamais être porté. Et soudain, ce ne sont plus seulement mes jambes qui bougent. Ma voix aussi. Je me suis redressé, laissant la douleur des mots d'André se propager une dernière fois dans la foule avant de commencer. Tu m'as demandé ce que ça faisait d'avoir 38 ans, sans femme, sans enfant et toujours seul, ai-je dit en levant mon verre. Laisse-moi te rendre l'appareil. Qu'est-ce que ça fait, André? Savoir que c'est grâce à ton échec, à ta simple tentative de clown, que tu as encore un toit au-dessus de ta tête. Le rire s'est éteint aussitôt.
Il n'a pas faibli. Il s'est effondré comme si on avait appuyé sur le frein d'urgence d'un train en marche. Je me suis légèrement tourné, laissant mes mots porter, laissant l'instant respirer. Qu'est-ce que ça fait? Ai-je continué, le regardant dans les yeux, sachant que l'homme que tu as appelé seul est la raison pour laquelle tes lumières restent allumées. Que chaque gâteau d'anniversaire pour tes enfants a été acheté avec de l'argent qui ne venait pas de ton compte? Que j'ai remboursé ton prêt immobilier pendant 6 ans sans même un merci. Je n'ai pas crié. Je n'en avais pas besoin. La vérité avait un volume bien à elle. Samira se raidit, son sourire narquois se repliant sur lui-même comme une teinture bon marché au vent. La fourchette de ma mère s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Nadia, qui quelques minutes plus tôt se vantait du budget de la fête, parut soudain très intéressée par son verre de vin. André cligna rapidement des yeux, son sourire narquois tressaillant comme s'il cherchait à se ressusciter. Je n'avais pas fini. Je me dirigeais vers le centre de la table, chaque pas assuré, contrôlé. Je me sentais calme, comme si une digue s'était rompue en moi, mais le flot avançait au ralenti. Vous savez ce qui est drôle, dis-je en jetant un coup d'œil aux invités. Tout le monde ici m'a dit que j'étais fiable, calme, stable, mais en réalité, vous vouliez dire que j'étais pratique. J'étais le distributeur automatique de billets de la famille, le réparateur, l'équipe de nettoyage. Quand quelqu'un avait besoin d'un cosignataire, qui appeliez-vous? Quand maman avait besoin de ses factures médicales, vers qui vous tourniez-vous? Quand la voiture de Samira a été saisie après notre divorce, remarquez, qui l'a renflouée? Ma voix ne s'est pas brisée. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Samira détourna le regard, les joues rouges. André ouvrit la bouche, mais je levai la main pour l'arrêter. Tu avais le micro, dis-je. Maintenant, c'est mon tour. Je levai à nouveau mon verre. À vous tous, ceux qui ont ri, qui ont regardé, qui n'ont rien dit. Vous n'avez pas le droit de plaisanter sur ma vie en vivant de mes économies. Vous n'avez pas le droit de me dépeindre comme pitoyable en sirotant l'eau du puits que je remplis depuis plus de 10 ans. Un silence de mort. Même l'orchestre avait cessé de jouer. J'entendais le vent caresser les haies du jardin de Nadia. Le tintement d'un verre tremblant dans la main de quelqu'un. André avait l'air d'avoir avalé une pierre. J'ai pris une dernière gorgée. Même pas une gorgée entière. Juste un symbole. Puis je me suis dirigé vers la table et j'ai reposé le verre à la verticale. Pas de fracas spectaculaire. Pas de chaise renversée. Juste une intention précise. Et puis j'ai regardé André droit dans les yeux une dernière fois. Tu voulais une chute, ai-je dit d'une voix basse et ferme. Mais tu n'as fait que révéler au monde qui tu étais vraiment. Sur ce, je me suis retourné et j'ai marché. L'espace derrière moi a bourdonné, mais personne n'a immédiatement suivi. Je n'ai pas entendu de chaises grincer ni de pas me poursuivre. J'ai entendu des murmures, quelqu'un murmurait, « Yo, c'était ça », mais personne n'a prononcé mon nom. J'ai croisé Samira en sortant. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle allait dire quelque chose, mais elle ne l'a pas fait. Peut-être avait-elle peur de ce que je pourrais dire d'autre si elle le faisait. Ou peut-être que pour la première fois, elle a réalisé qu'elle ne me connaissait plus. Bien. J'ai franchi les grandes portes à 2 battants de la propriété de Nadia, passant devant les rangées de plateaux traiteurs et les lumières décoratives dans la nuit fraîche. Le silence m'enveloppait comme une armure. Pour la première fois depuis des années, je ne faisais pas semblant d'aller bien. Je ne payais pas une note, je ne maquillais pas un affront, je ne traduisais pas la douleur en politesse. J'étais juste moi. Malik Owens. Pas d'applaudissements, pas de public, juste l'homme qui a finalement dit non. J'ai atteint ma voiture. Toujours la même berline argentée qu'ils aiment tous taquiner. Celle qui ne criait pas richesse mais qui ne m'avait jamais laissé tomber. Je me suis assis au volant, les mains agrippées au volant, les conséquences de tout cela. Tout commençait à me rattraper. Je fixais la rue, respirant cet instant entre explosions et paix. Ce n'était pas une victoire. Pas encore. C'était de l'honnêteté. C'était comme retrouver une version de moi-même que j'avais lentement enfouie sous les attentes des autres. Mon téléphone vibra sur le siège passager. Je ne décrochais pas. Peu m'importait de qui il s'agissait. Excuses, colère, défense. Je n'en avais pas besoin. Ils pouvaient tous se parler maintenant. Qu'ils décortiquent le choc. Qu'ils essaient de reconstituer ce qui venait de se passer. Pour une fois, je n'étais pas là pour faire le ménage.
J'en avais assez de payer la note de tout le monde, financièrement, émotionnellement, spirituellement. J'en avais assez de mériter ma place à une table que j'avais déjà payée en entier. Qu'ils restent assis dans ce silence. Qu'ils y réfléchissent. J'avais des projets à faire, des projets qui n'impliquaient pas d'être le sauveur de qui que ce soit. Je n'ai pas attendu les applaudissements. Je ne me suis pas attardé sur les réactions. J'ai laissé ce verre de vin sur la table comme une signature au pied. J'ai reçu une lettre de démission et je suis reparti le dos plus droit que je ne l'avais été depuis des années. C'était ça, la vérité. Pas besoin de volume pour être sismique. Je n'ai pas claqué la porte derrière moi ni crié par-dessus mon épaule. Je me suis juste éloigné, pas à pas, du poids que je portais depuis le jour où j'avais reçu cet appel d'André me demandant « Mec, tu m'as eu ce mois-ci ?» Cet appel n'avait jamais cessé. Il avait seulement changé de forme. Et j'avais répondu à chaque fois jusqu'à ce soir. En traversant le hall d'entrée illuminé de la résidence de Nadia, j'ai aperçu leur visage à travers les vitres, stupéfaits, chuchotant, les têtes serrées comme des étudiants après un exercice d'incendie. Pour une fois, je n'étais pas l'homme qu'ils pouvaient oublier. J'étais devenu ce qu'ils ne pouvaient ignorer. Qu'ils décortiquent ça. Qu'ils déforment l'histoire de 1000 façons au matin. J'avais déjà fait la paix avec ma version. L'homme qui en avait assez. L'air de la nuit m'a frappé comme une clarté. Fraîche. Immobile, insensible à la froideur de cette pièce derrière moi. Ma voiture était garée dans la rue sous un street réverbère qui bourdonnait doucement. Ce n'était pas glamour, mais c'était le mien. Payé, fiable, comme moi. Alors que je m'approchais, je pouvais encore entendre de faibles murmures de l'intérieur de la maison. Je les ai imaginés en essayant de réécrire déjà le moment. Samira blâmant probablement son rire de l'alcool. André fait probablement un rythme dans la cuisine, essayant de trouver un retour qui n'est jamais venu quand il était nécessaire. Je me suis glissé dans le siège du conducteur, je ferme doucement la porte et je me suis assis une seconde. Le genre de calme qui a suivi n'était pas seulement du monde extérieur. Cela venait de moi aussi. Comme quelque chose s'était finalement passé après des années de statique. Mon téléphone a bourdonné dans le porte-tasses. Je ne l'ai pas vérifié. Je m'en fichais si c'était maman ou André ou même Samira. Je connaissais le modèle. Va d'abord les messages. Malik, reviens. Parlons. Puis la culpabilité. Vous n'aviez pas à l'embarrasser comme ça. Puis le réécriture. Il ne le pensait pas. Vous êtes trop sensible. Mais je n'allais pas ouvrir un seul d'entre eux. Pas ce soir. Peut-être jamais. J'ai commencé le moteur et je me suis éloigné lentement. Pas de pneus hurlants. Pas de sortie dramatique, juste le bourdonnement du mouvement vers l'avant. Le GPS n'était pas allumé, mais je n'en avais pas besoin. Je connaissais mon chemin chez moi. Je n'avais pas eu l'impression que j'y appartenais depuis longtemps. J'ai traversé la ville à proximité du silence. Les réverbères jetant de longues ombres sur mon pare-brise. Les joggeurs de fin de nuit se déplacent comme des fantômes. Des stations-service brillaient dans l'obscurité comme des confessions en attendant d'être faites. C'était étrange de voir comment tout était plus clair même si rien de l'extérieur n'avait changé. De retour à mon appartement, la lumière du couloir clignote alors que je déverrouillais ma porte. À l'intérieur, l'odeur familière de mon espace m'a accueilli. Cédarwood et les vestiges légers de l'encens que j'ai parfois allumé lorsque le poids est devenu trop lourd. J'ai laissé tomber mes clés sur le comptoir, j'ai lancé mes chaussures et je me suis tenu au milieu de la pièce pour un moment, respirer. J'étais seul, oui, mais pas le genre de seul qu'André s'était moqué. C'était la solitude, pas l'exil. Il y avait une différence. J'ai marché jusqu'à la cuisine et versé un verre d'eau. Le genre de petit acte de mise à la terre qui m'a rappelé que j'étais toujours là, toujours entier, toujours debout. J'ai pensé à tous les moments qui ont conduit ce soir. Ceux que j'avais enterrés, les dîners où j'ai fait la facture et que je suis parti sans remerciement. Les appels en fin de soirée d'André sur les délais manqués et les paiements en retard. Le temps que maman avait appelé et a dit, André est juste dans un patch approximatif. Il vous remboursera. C'était il y a 3 ans. Il ne l'avait pas fait. J'ai pris une gorgée d'eau et j'ai regardé par la fenêtre. City Lights cligna des yeux au loin, déroutant par un drame humain. Je n'étais plus en colère. Je n'ai même pas été blessé. Comme je ne venais que de la lumière dans une pièce que je n'ai plus besoin de visiter.
Puis je me suis souvenu de la façon dont je ne me suis pas souvenu. Barré de tout le monde, ce masque a glissé et il a été exposé. Ou une fierté qui l'a poussé à prendre ce coup, mais de toute façon, je ne m'en souciais plus. Elle était devenue quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Peut-être qu'elle a toujours été, et je ne pouvais tout simplement pas le voir quand j'étais trop occupé à nettoyer ses messes. Je me suis assis sur le canapé et j'ai expiré. Mon corps tenait toujours un peu de tension de la nuit, comme s'il n'avait pas rattrapé le fait que la guerre était terminée. Je me suis penché en arrière et j'ai fermé les yeux. Le calme ne se sentait pas vide. Il se sentait gagné. Le téléphone a de nouveau bourdonné. Cette fois, un appel. Je le laisse sonner. Ensuite, une autre notification de message est apparue et j'ai finalement jeté un coup d'œil. André, tu devais vraiment faire ça à mon anniversaire. Je l'ai regardé. Pas d'excuses, pas de responsabilité, juste de l'ego. J'ai posé le téléphone vers le bas, et je l'ai laissé vibrer contre la table jusqu'à ce qu'il abandonne. Je n'avais plus d'intérêt à réparer les choses. Toute ma vie avait été de réparer des choses que d'autres personnes ont cassées. Plus. J'avais quitté ce rôle ce soir. Et pas seulement physiquement, émotionnellement, spirituellement, financièrement. Je n'étais plus la valeur par défaut. Je n'étais plus le plan de secours. Et comme je m'asseyais là à la lumière douce de mon appartement, n'entendant que ma propre respiration, j'ai réalisé quelque chose. Cette paix. C'était ce qu'il craignait le plus. Parce que sans mon aide, sans mon silence, sans mon portefeuille, qu'est-ce qu'ils étaient? Je ne savais pas. Et je n'avais pas besoin de le découvrir. Je me suis réveillé le lendemain matin avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Aucune pique d'anxiété, pas de liste de tâches mentales qui coulent dans mon crâne, juste un silence qui s'accrochait à moi comme une armure. C'était le type de silence que j'ai utilisé pour poursuivre. Après des séances de thérapie ou de longs entraînements sans destination. Sauf que cette fois, ce n'était pas temporaire. C'était permanent, gagné. Et tout a commencé avec un écran. Je me suis assis sur le bord de mon lit, la légère lumière du matin se répandant à travers les stores. Mon téléphone était toujours en cours, ne dérange pas. Je ne l'avais pas vérifié depuis la veille et je n'avais aucune intention de le faire maintenant. J'ai plutôt atteint mon ordinateur portable, j'ai ouvert l'application bancaire et j'ai enregistré en. Le tableau de bord m'a accueilli avec ses numéros stériles habituels. Mais aujourd'hui, ces chiffres signifiaient quelque chose de différent. Aujourd'hui, ce n'étaient pas des instructions. Ils étaient la liberté. J'ai fait défiler vers l'onglet transfert planifié et j'ai juste regardé une seconde. C'était une longue liste. Je n'avais pas réalisé combien de temps jusqu'à ce que je voyais tout cela disposé au même endroit. L'hypothèque d'André. 210 000 Nigérians naira mensuellement. Fonds d'électricité et de médicaments de maman et papa nigériane 8500. Mobile et assurance de Samira. Même son paquet de services de streaming nigérian ira 295 500. Tous automatisés, tous drainés. Pas seulement mon compte, mais mon sens de moi. Un par un, j'ai cliqué sur annuler. Le premier était l'hypothèque d'André. Un bouton simple. Pas de drame, aucune explication nécessaire. Confirmer simplement l'annulation. Mon doigt a plané dessus un instant, non pas sans doute, mais par incrédulité que c'était aussi facile. Des années de ressentiment silencieux se sont effondrées en un seul clic. Je l'ai tapé. Fait. Ensuite, l'électricité et compte de médicaments. Je m'arrêtais, pas par culpabilité, mais pour être honnête avec moi-même. Mes parents vieillissaient. Ma mère avait beaucoup sacrifié, mais j'avais déjà donné plus que de l'argent. J'avais sacrifié le fait d'être vu. J'avais sacrifié en entendant. Chaque fois qu'ils éclatent mon épuisement avec votre frère ont besoin de vous, j'ai saigné un peu plus. Ils le comprendraient, tout comme je l'ai toujours fait. Cliquez. Puis vint Samira. J'ai presque ri quand j'ai vu son nom. Sa prime d'assurance avait ma carte au dossier. Pourtant, la femme qui avait quitté notre mariage avec un sourire narquois et à peine un mot avait également laissé sa laisse financière. J'avais continué à le payer par habitude, par une culpabilité profonde et profonde stupide. Elle m'avait convaincu que j'étais la raison pour laquelle elle ne pouvait pas respirer. J'ai pris ma propre inspiration. Cliquez. L'écran final affiche une confirmation. Tous les transferts planifiés cannés. Le message n'avait pas de froid. C'était propre,
comme retirer une épine et regarder la peau commencer à guérir. J'ai attrapé mon téléphone et ouvert mes messages pour ne pas répondre, juste pour voir à quel point le les retombées étaient devenues. 32 SMS non lus, 8 appels manqués. André sans surprise, a dirigé la liste. André, yo, quelle était la nuit dernière? André, tu m'embarrasses devant tout le monde. André, annulez-vous sérieusement la pension alimentaire hypothécaire? Bro, j'ai des enfants. André, rappelle-moi, mec. Puis est venue maman. Maman. Malik. André plaisantait. Il ne le pensait pas comme ça. Maman, tu n'aurais pas dû faire ça en public. Appelez-moi, s'il vous plaît. Maman. La famille gère les choses en privé, bébé. Et Samira. Bien sûr, Samira. Alors maintenant, je suis puni aussi. Sérieusement, Samira, nous avons tous ri, mais personne ne voulait dire du mal. Samira, tu es tout simplement trop sensible. C'était là. L'ancienne langue. Je l'avais vu 1000 fois. Licenciement enveloppé dans la préoccupation. Éclairage à gaz avec des émojis. Une façon polie de dire, vous n'êtes pas autorisé à avoir des limites. Je n'ai pas répondu à un seul. Au lieu de cela, j'ai ouvert un nouveau chat de groupe. Juste 3 personnes, maman, André et Samira. J'ai tapé lentement, délibérément. Malik, je vous ai tous soutenus pendant des années sans rien demander en retour. Mais la nuit dernière était ma limite. Je ne suis pas en colère. Je ne suis pas amer, mais j'ai fini. À partir de ce moment, veuillez prendre d'autres arrangements. Je crois en votre capacité à le comprendre comme je l'ai eu. J'ai frappé Sand. Pas d'épanouissement, pas d'émoji, pas de ton agressif passif, juste de la clarté. Ensuite, j'ai bloqué le groupe et archivé le fil. Je me suis tenu du lit et j'ai expiré profondément, pleinement comme si quelque chose ne se déplaçait pas dans ma poitrine. Mon appartement était déjà différent, plus léger. Les plantes dans le coin avaient même l'air plus vertes, comme s'ils attendaient que je récupère mon air. Je n'avais nulle part urgent. J'avais canalisé l'urgence de tout le monde. J'ai ouvert une page vierge dans mon cahier et j'ai commencé à écrire, pas à journaliser, à planifier, à des choses que j'avais reportées parce que la crise de quelqu'un d'autre est toujours venue en premier. Le cours de photographie que je voulais suivre. Le projet de conseil à temps partiel que j'avais gardé dire peut-être le mois prochain. Les séances de thérapie que j'avais arrêtées parce qu'André avait besoin d'un autre prêt de pont. Mon téléphone a de nouveau bourdonné. Un nouveau numéro cette fois. Probablement quelqu'un qui appelle le nom d'André. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Je n'étais pas curieux. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers ma fenêtre, j'ai regardé par-dessus la ville et j'ai laissé le soleil du matin toucher mon visage. Ce n'était pas juste un autre jour. C'était ma journée. Le mien à utiliser, à garder, à construire avec. Et pour une fois, je ne regardais pas par-dessus mon épaule, attendant que le monde de quelqu'un d'autre s'effondre dans le mien. Il m'appellerait égoïste. Il m'appellerait dramatique. Il dirait que j'ai changé. Ils avaient raison. L'interrupteur avait été retourné, pas par dépit. Par nécessité, et il n'y a pas eu de retour en arrière. Il a fallu 4 jours à la première messagerie vocale pour atterrir. Je savais que ça viendrait comme un travail d'horlogerie. Je ne savais tout simplement pas qui se craquerait en premier. Il s'avère que c'était ma mère, celle qui disait, vous savez, votre frère ne signifie pas la moitié des choses qu'il dit. Comme si l'intention l'emporte sur l'impact. Je mangeais un petit déjeuner tranquille lorsque la notification clignait des yeux sur mon écran. Un nouveau message vocal. J'ai hésité, le regardant comme s'il pourrait exploser dans ma main. Une partie de moi voulait le supprimer immédiatement, mais quelque chose sur le nom à côté, maman, m'a fait appuyer sur play une seule fois. Sa voix est passée douce, presque trop prudente. Malik, c'est ta mère. J'ai pensé à ce qui s'est passé lors de la fête et je veux juste que vous sachiez qu'André ne le pensait pas. Il plaisantait. Vous savez comment il obtient quand il a pris un verre. Vous n'aviez pas à l'embarrasser comme ça. Appelez-moi bébé. Parlons cela. N'en faites pas une chose plus grande qu'elle ne l'est. J'ai réussi à s'arrêter avant qu'elle ne puisse terminer. Une blague. Ils l'ont appelé une blague. Ce n'était pas seulement une mauvaise caractérisation. C'était une gifle dans le visage réchauffé et asservi de préoccupation.
Je me suis assis sur ma chaise. Mon appétit se dissolvant dans un goût aigre dans ma bouche. J'ai rejoué ce moment à la fête, pas parce que j'avais besoin de le revivre, mais parce que je devais me rappeler que je ne l'avais pas imaginé. Le micro et la main d'André, le sourire narquois sur son visage, les mots « Qu'est-ce que ça fait d'être 38 ?» Pas de femme, pas d'enfant, et toujours seul, on ne l'a pas dit dans le plus judiciaire. Ils étaient un punch intestinal calculé déguisé en humour. Et ma mère, la femme dont j'avais couvert pendant des années, je ne l'ai pas rappelée. Téléphone. Drame. De défendre le droit de ressentir quoi que ce soit. Je me suis tenu, j'ai marché jusqu'à l'évier et j'ai rincé mon assiette en silence. L'appartement s'est senti différent ces jours-ci. Pas seulement à cause du calme, mais parce que cela ne ressemblait plus à une salle d'attente pour le prochain incendie que je devais éteindre. C'était à moi. J'ai bougé à mon rythme. Manger quand je voulais. Assis sur le canapé sans s'attendre à un appel qui me tirait dans le chaos de quelqu'un d'autre. Mais les textes ont continué à venir. André, donc je suppose que nous venons de terminer maintenant une blague. André, tu n'aurais pas pu me dire quelque chose en privé. André, tu agis toujours comme si tu es le seul à sacrifier. Ce dernier m'a fait rire. Un son court et amer qui n'a pas atteint la gorge. J'ai regardé le message, laissant l'absurdité me laver. Sacrifice. André avait confondu les inconvénients avec le sacrifice. Emprunter de l'argent n'était pas un sacrifice. Vivre dans une maison pour laquelle quelqu'un d'autre a payé n'était pas un sacrifice. Embarrasser votre propre frère pour élever votre ego n'était pas un sacrifice. C'était l'égoïsme déguisé en noblesse empruntée. J'ai désactivé les notifications et posé mon téléphone. J'ai refusé de gaspiller mon énergie justifiant mes propres limites. Les gens qui vous ont blessé voulaient rarement une réflexion. Ils voulaient l'accès. Et lorsque cet accès a été refusé, ils ont pleuré la trahison. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à travailler sur une proposition pour un nouveau concert de contrat, une petite société de conseil à la recherche d'une restructuration opérationnelle. C'était le genre de choses que j'avais l'habitude de refuser parce que je n'avais pas la bande passante, car mon temps était toujours parlé par les besoins de quelqu'un d'autre. Mais maintenant j'avais le temps. Maintenant j'avais de l'espace. Pourtant, en fin d'après-midi, une autre vague de culpabilité a tenté de s'installer. De vieilles habitudes. La voix dans ma tête a commencé à chuchoter que je serais peut-être allé trop loin. C'est peut-être qu'André ne le pensait pas. Que ma mère essayait peut-être juste d'empêcher la famille de s'effondrer. Mais ensuite je me suis souvenu du rire. La pièce pleine de gens qui savaient exactement ce qui se passait et ne dit rien. La façon dont personne n'a tressailli lorsque ma dignité a été faite la punchline. Je me suis souvenu de ce que c'était que de regarder mon assiette alors que Samira se penchait en arrière, riant avec toute sa poitrine comme ma douleur faisait partie du divertissement. Ce n'était pas une blague. C'était un choix, et j'avais aussi fait le mien. Ce soir-là, je suis allé me promener dans mon quartier, laissant la brise traverser les restes de la colère s'accrochant toujours à ma peau. J'ai passé la boulangerie d'angle, j'ai fait un signe de la femme plus âgée qui a toujours arrosé ses plantes de balcon et je me laisse respirer. Je ne devais à personne une réaction. Je ne devais personne pardon à leur chronologie. Je ne devais à personne ma paix en échange de leur réconfort. Quand je suis rentré chez moi, j'ai allumé une bougie et joué un peu Nina Simone, quelque chose de lent et sans excuse. J'ai versé un verre d'eau, pas du vin. Je voulais de la clarté, pas de la sédation. Et je me suis assis près de ma fenêtre avec les lumières de la ville clignotant au loin comme s'il me faisait un clin d'œil, comme s'il savait quelque chose que le reste du monde ne faisait pas. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois, pas par faiblesse, mais pour voir si peut-être, juste peut-être, quelqu'un l'avait obtenu. Il ne l'avait pas fait. Un autre message de ma mère. Maman, bébé, la famille ne coupe pas la famille. Ce n'est pas ainsi que nous avons été élevés. Je n'ai pas répondu, mais si j'avais, j'aurais pu dire que la famille n'humilie pas non plus la famille en public. La famille ne rit pas pendant que vous saignez. La famille ne s'attend pas à un silence en échange de la loyauté. Au lieu de cela, j'ai fermé l'application, posé le téléphone doucement et chuchoté à haute voix, plus pour moi-même que quiconque. Ce n'est pas une blague si la seule personne à rire est celle qui fait les dégâts. Et avec cela, j'ai éteint les lumières, je me suis couché au lit et j'ai dormi sans avoir besoin de m'expliquer à une seule âme. C'était un mardi où j'ai finalement lâché prise. Pas avec un coup,
mais avec le calme lent et délibéré d'un homme qui avait cessé d'attendre que quiconque lui donne la fermeture. Je me tenais au centre de mon unité de stockage, entouré de boîtes remplies de choses dont je n'avais plus besoin, liées à des gens qui ne me connaissaient plus. Vieilles décorations de vacances, outils à la main de papa, un ensemble d'albums photos que je n'avais pas ouverts depuis des années, des visages souriants, des poses forcées et des sourires que je pouvais maintenant voir étaient pleins d'obligations. J'ai emballé la dernière boîte de vieux livres, je l'ai glissée dans la banquette arrière de ma voiture et j'ai traversé la ville jusqu'à mon nouvel appartement. Pas un grand mouvement, juste assez de distance. Juste assez d'espace pour respirer sans s'étouffer sur l'histoire. Mon nouvel endroit était plus petit, mais il faisait face au soleil et les fenêtres s'ouvraient largement sans coller. Je pouvais entendre des oiseaux le matin au lieu de la circulation. Pour la première fois, le silence ne ressemblait pas à l'abandon. C'était comme une page vierge. Je n'ai pas envoyé de message de groupe. Je n'ai pas abandonné ma nouvelle adresse dans la famille WhatsApp. Je n'étais pas en colère. Je ne me cachais pas. J'avais simplement fini de jouer. J'ai prouvé ma valeur aux gens qui ne sont applaudis que lorsque j'ai payé la facture ou attrapé le couteau qui tombe à main nue. Ce nouveau chapitre ne concernait pas la vengeance. C'était une question de libération. Mon thérapeute, le docteur Howard, a hoché la tête quand je lui ai dit. Tu es, dit-elle doucement, Pas une personne nécessairement, mais la version de vous-même qui a essayé depuis si longtemps d'être tout pour tout le monde. Ce qui me collait. C'est le saignement lent. Col dur. Colocataire d'Amiens. Il avait tendu la main après avoir entendu parler de ce qui s'était passé lors de la fête d'André. Le mot avait voyagé plus vite que la vérité comme d'habitude. Mec, j'ai entendu que tu t'es finalement cassé, dit-il en riant à moitié. Vous avez pris assez longtemps. Nous nous sommes rencontrés pour un café. Pas de drame, pas de question de sondage, juste une vraie conversation. Il n'a pas demandé pourquoi je me suis arrêté à parler à la famille. Il savait déjà. Vous aviez l'habitude de les porter comme un loyer, a-t-il dit, en sirotant son expresso. Mais vous n'êtes pas le propriétaire. Pas de mémoire. Un seul, parce que j'ai finalement compris que je n'avais pas à remplir chaque espace pour me sentir entier. Puis vint le coup à la porte. Il était tard, juste après le coucher du soleil. Je n'avais rien commandé. Ne s'attendait à personne. J'ai hésité avant de l'ouvrir, sachant déjà qui ce serait, André. Il se tenait là dans un sweat à capuche ridée et un short de basketball, ressemblant plus à un adolescent coupable qu'à le fils doré de la famille. Son expression scintillait entre penaud et provoquant, comme s'il essayait de décider de m'excuser ou de me faire des conférences. Et, dit-il. Je n'ai pas répondu. Il frotta l'arrière de son cou. Tu as bougé. Je l'ai fait. Vous avez changé votre numéro. Correct. Il se déplaça, essayant de me regarder dans l'appartement. Tu vas m'inviter d'en haut? Non. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Il n'avait pas l'habitude de se faire dire non. Pas par moi. Je voulais juste parler, a-t-il dit. Je veux dire, vous n'aviez pas à devenir nucléaire. J'ai haussé un sourcil. Tu veux dire que je n'ai pas eu à dire la vérité? Il soupira. Regardez, mec. Je plaisantais. Tu le sais? Je me suis penché contre le cadre de la porte, calme, ancré. Laissez-moi vous demander quelque chose, André. Si quelqu'un vous giflait devant une foule et disait ensuite, je jouais. Rendre ma vie entière comme un mur de la frontière. Pourtant. La compréhension n'était pas garantie. Il a été gagné. Et je n'étais plus là pour enseigner. Prenez soin de vous, dis-je, puis ferma la porte doucement, pas avec colère, mais avec la paix. Je me tenais de l'autre côté pendant un moment, les mains toujours sur le bouton, écoutant des pas. Ils sont venus après une pause. Lent, hésitant, puis parti. Cette nuit-là, j'ai dormi comme quelqu'un qui vient de déballer non seulement des boîtes, mais de la vérité. Ce fut ma cérémonie sans amis, non pas par amertume, mais à la renaissance. Non pas parce que je ne les aimais pas, mais parce que je me suis finalement suffisamment aimé pour arrêter de saigner juste pour les garder à l'aise. Le téléphone ne sonne plus. Pas aux heures impaires. Pas pour les sauvetages en dernier terme. Pas pour des explications qui commencent par « je déteste demander, mais c'est calme maintenant ». Et pas le genre de calme qui ressemble à une punition, mais le genre qui se sent gagné.
Le genre qui s'enroule autour de vos épaules et dit, vous ne devez à personne votre épuisement. Des mois sont passés depuis que je suis sorti de cette fête et que je me suis assuré depuis des années point d'entendre. Et le silence qui suivit n'était pas seulement le leur, c'était aussi le mien. Une décision d'arrêter d'essayer d'être la version de Malik sur laquelle tout le monde s'appuyait en levant les yeux au ciel dans son dos. Ils appelaient ça de la fierté. Certains appelaient ça de la rancune. Mais ce n'en était pas un. C'était de la préservation. J'ai commencé à me réveiller avant mon réveil. Non pas parce que je devais me dépêcher, mais parce que le sommeil n'était plus une échappatoire. Je n'appréhendais pas la journée. Je n'ouvrais pas les yeux déjà pour la prochaine exigence. Je brassais point mon café en silence, s'est assis près de la fenêtre et à regarder le matin se dérouler. Parfois je lis. Parfois, j'ai journalisé. Parfois, je laissais juste la vapeur se lever de la tasse et disparaître dans les airs, me rappelant à quel point les choses pouvaient être belles quand elles n'étaient pas tirées dans une centaine de directions. J'ai recommencé à sortir ensemble lentement, provisoirement, sans chercher quelqu'un pour réparer ou sauver, mais quelqu'un qui me demandait comment était ma journée et le signifiait. Il y avait une femme nommée Tasha que j'ai rencontrée dans une librairie. Elle parcourait la même étagère de poésie que j'étais. Nous avons commencé à parler de ROS, puis de Lucille Clifton, puis de café. Elle n'a pas demandé ce que j'ai fait pour gagner ma vie avant la 3e conversation. Elle n'a jamais posé de questions sur ma famille, non pas parce qu'elle s'en fichait, mais parce qu'elle pouvait sentir que cette partie de l'histoire devait se dérouler selon mes conditions. Nous avons fait des promenades, nous avons parlé sans bruit, ri sans bord. Il était rafraîchissant à quel point la gentillesse pouvait se sentir révolutionnaire lorsque vous aviez passé des années à ce que vous le gagnez avec votre silence. Mon thérapeute a dit quelque chose lors de l'une de nos séances qui m'ont collé. Parfois les meilleures excuses vous pouvez vous donner une frontière que vous appliquez. Je pensais que les limites étaient des murs, des choses froides, des choses dures. Mais maintenant, je comprends qu'ils sont plus comme des portes avec des serrures. Toujours capables d'ouvrir, mais uniquement aux personnes qui frappent avec respect. Et ceux qui ne le font pas, ils restent dehors. J'ai gardé les messages, tous. Je n'ai pas supprimé les textes ou les messages vocaux. Ne pas se voler en eux, mais en tant que rappel, preuve que je ne l'imaginais pas, que ce n'était pas tout dans ma tête. Je les revisite de temps en temps, pas pour rouvrir les blessures, mais pour voir jusqu'où je suis venu. Ils ne piquent plus. Ils lisent comme des histoires d'une autre vie. Je n'ai jamais débloqué le chat de groupe. Je n'ai pas tendu la main pour les vacances. Je n'ai pas envoyé de salutations d'anniversaire. Et quand personne ne s'est présenté sur le mien, je ne me sentais pas blessé. Je me sentais libre parce que ce qu'ils n'ont jamais compris, ce que je n'avais même jamais admis, c'est que je n'essayais jamais d'être un héros. J'essayais d'être vu, d'être entendu, d'être aimé sans avoir à saigner pour cela. Et quand cela ne s'est pas produit, je me suis installé pour l'utilité parce qu'être utile est suffisamment proche de la nécessité. Et être nécessaire se sent un moment comme être voulu. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la même chose. Être recherché est quelqu'un qui dit, Sid, restez repos. J'ai celui-ci. Être utile est quelqu'un qui dit, vous êtes fort. Vous le découvrirez pendant qu'il vous remette un autre sac à transporter. Non, je voyage léger. Plus de sacs qui ne sont pas les miens. Plus d'appels de culpabilité. Plus de moi, je ne me suis plus étendu, je me suis retrouvé assis près de la fenêtre dans mon nouvel endroit, en regardant le modèle de pluie contre le verre comme la ville. Était juste bigne. Pas avec amertume, pas de douleur, je me demande. Parce que pour la première fois, je ne m'excuse pas d'être seul. Je ne me définissais pas par ce que je n'avais pas. Pas de femme, pas d'enfant, pas de voiture flashy ou de maison de 6 chambres. Je me définissais par ce que je ne tolérais plus, par ce que je protégeais maintenant, par ce que je me suis enfin donné sans autorisation. C'est ce que ça fait d'arrêter de mendier pour un siège à la table que vous avez construit. Pour s'éloigner des gens qui ne voyaient votre valeur que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Dormir toute la nuit sans budgétiser mentalement pour le loyer de quelqu'un d'autre. Regarder dans le miroir et ne pas voir un fixateur ou un fournisseur ou une épaule fiable, mais juste un homme, plein, une imparfaite, gratuite. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ma famille. Peut-être qu'un jour André l'obtiendra. Peut-être que maman réalisera que sa version de Keeping the Peace ne faisait que forcer le silence. Peut-être qu'ils appellent. Peut-être qu'ils ne le feront pas. Je n'en ai plus besoin. Je ne suis pas en colère. Plus maintenant.
Mais j'ai fini. Et parfois, c'est la chose la plus courageuse que vous puissiez être.